Le richissime père de famille revenait à son domicile après un périple professionnel de 6 mois à l'étranger. Le tableau qu'il découvrit en poussant la porte fut celui d'une demeure chaotique et abandonnée. Pénétrant dans la cuisine, il trouva ses 2 enfants, en pleine nuit à 3 heures, s'échinant à préparer un maigre repas pour leurs estomacs tenaillés par la faim après plusieurs jours de manque. Respirez profondément et préparez-vous à entendre ce récit. J'ai l'intime conviction qu'il vous laissera un sentiment d'inspiration, de joie et de compassion accrue. En définitive, je souhaite que cette histoire soit le prélude idéal à une nuit de sommeil paisible. Entrons dans le vif du sujet. La berline de luxe noire stationnait en silence, moteur au ralenti, devant l'imposante maison de campagne blanche, blottie au cœur d'un paisible village de Provence. Les luminaires du portail s'illuminèrent, leur éclat vacillant lorsque les capteurs eurent identifié la plaque d'immatriculation, et projetèrent une large bande dorée sur l'allée pavée, humide de rosée. Jean Dubois descendit du véhicule, tirant sa valise par-dessus le rebord du trottoir. Un vol de 14 heures avait alourdi ses paupières, pourtant une sensation singulière, presque indescriptible, emplissait sa poitrine, un curieux amalgame d'excitation et d'appréhension. Ces 6 derniers mois, il les avait passés en Europe, dans un univers où tout était régi par les contrats, les transactions et les bilans financiers, un monde étranger au rire de sa fille et aux petites mains de son fils de 3 ans qui s'agrippait à lui. Il inspira longuement avant de composer le code d'accès de la porte d'entrée. La porte s'ouvrit sur un silence de mort qui le saisit comme un linceul de glace. Nul bruit de télévision, nul effluve de cuisine, nulle lumière. Les détecteurs automatiques de mouvement étaient inactifs, ce qui le surprit, car sa femme, Valérie Lefebvre, avait toujours une appréhension de l'obscurité. La maison n'avait jamais été plongée dans une telle pénombre. Jean déposa sa valise près du porte-manteau et appela d'une voix douce, « Valérie ?» Aucune réponse. Il traversa le vestibule, le crissement de ses souliers sur le parquet se répercutant doucement. Le salon était désert, les volets clos, et le bouquet dans le vase n'était plus qu'un amas de tiges sèches et friables. Un son étouffé, provenant de la cuisine, parvint à ses oreilles, léger comme le contact d'une cuillère contre une casserole. Jean s'immobilisa, le cœur battant plus vite, et se dirigea vers la source du bruit. Une lueur jaunâtre et faible filtrait par l'entrebâillement de la porte de la cuisine. Il la poussa. Le spectacle qui s'offrit à lui le pétrifia. Chloé, sa fille de 10 ans, les cheveux noués à la va-vite par un ruban élimé, était juchée sur une chaise et se penchait avec effort au-dessus de la cuisinière pour mélanger le contenu d'une petite casserole. Celle-ci ne contenait qu'un peu d'eau et quelques fines tranches de carottes. Assis à la table, son fils Léo, âgé de 3 ans, dormait, la tête affaissée sur la table, recouvert d'une mince couverture, le visage empourpré par la fièvre. Jean demeura paralysé. Un instant plus tard, il s'avança. « Chloé, que fais-tu là ?» Elle tressaillit et pivota sur elle-même. Ses yeux s'agrandirent, une étincelle de terreur se mêlant à une onde de soulagement. « Je voulais juste faire quelque chose à manger pour Léo. Il n'a pas dîné et maman n'est pas revenue. » Sa voix était un murmure qui se brisait dans sa gorge. Jean parcourut la cuisine du regard. L'évier débordait de vaisselle sale, la table était en désordre, et des éclaboussures séchées et durcies maculaient une partie du plan de travail. Il ouvrit le réfrigérateur, il était quasiment vide, à l'exception d'une brique de lait dont la date de péremption était imminente. Chaque mois, il effectuait un virement conséquent, une somme qui devait garantir que cette maison ne manque de rien. Il se pencha pour poser sa main sur le front de Léo. Une chaleur intense s'en dégageait. Aucun médicament. Aucune présence adulte. Jean reporta son attention sur Chloé. Elle s'efforçait de conserver une contenance, ses petites mains crispées l'une contre l'autre. « Où est ta mère ?» Sans qui il. « Je ne sais pas. » Elle a dit qu'elle ne tarderait pas, répliqua-t-elle en fixant le sol carrelé. Jean souleva Léo avec précaution. Le petit corps était flasque entre ses bras. Une odeur de transpiration et de lait tourné, imprégnant les vêtements de l'enfant, lui serra la gorge. Il porta les 2 enfants à l'étage, alluma les lumières et inspecta l'armoire à pharmacie. Le flacon d'antipyrétique était presque vide. Il remplit un verre d'eau et aida Léo à s'asseoir pour avaler le médicament. Chloé se tenait à ses côtés, observant la scène en silence, épongeant de temps à autre le front de son frère avec un linge humide. Une fois Léo recouché et endormi, Jean approcha une chaise du lit. Son regard balaya la chambre. Quelques dessins de Chloé pendaient de travers au mur,
et des jouets brisés jonchaient le sol. 6 mois auparavant, cette pièce était un hymne à la joie. Aujourd'hui, seul le souffle régulier de l'enfant endormi y régnait. Il sortit son téléphone et tenta de joindre Monique, la femme de ménage qui travaillait pour la famille depuis des années, bien avant le décès de sa première épouse. L'appel n'aboutit pas. Il essaya de nouveau, sans plus de succès. Une angoisse sourde l'envahit. De retour dans la cuisine, il rangea la vaisselle et plaça le peu de bouillon qui restait dans le réfrigérateur. Dans la poubelle, il découvrit des emballages de plats à emporter, des bouteilles de vin vides et une liasse de factures de restaurants luxueux. L'une d'elles était encore lisible, indiquant une date et une heure, 3 nuits plus tôt, dans le centre-ville de Marseille. Il s'assit, retournant les reçus entre ses doigts, ses yeux parcourant les montants. Des dîners opulents, des vins coûteux, des desserts raffinés. La somme dépensée aurait pu nourrir ses enfants pendant un mois entier. Jean contempla la cuisine glaciale. La lumière du plafonnier sculptait sur son visage des ombres d'épuisement et de tension. Sur le comptoir, 2 cadres photos étaient posés. Le premier les montrait tous les 3 dans un parc. Au printemps précédent, Chloé rayonnante de bonheur, Léo juché sur ses épaules. Le second était un portrait de Valérie lors d'un gala, vêtue d'une robe de soirée, affichant un sourire acéré, presque calculateur. Il observa longuement cette seconde photo, un malaise grandissant en lui. Elle avait été une brillante attachée de presse, belle, cultivée, et dotée d'un vaste réseau. Lorsqu'il l'avait épousée, il était persuadé qu'elle possédait la douceur nécessaire pour être une mère pour ses 2 enfants. Durant ces 6 mois d'absence, elle lui avait envoyé des messages quotidiens, l'assurant que les enfants se portaient bien, que la maison était en ordre, et qu'il lui manquait. Aujourd'hui, la maison avait des allures de tombeau. Il alluma les lumières du salon et inspecta les lieux. Dans le bar, plusieurs bouteilles de vin entamées, quelques sacs de boutique de luxe et, dans son portefeuille, sa carte de crédit secondaire avait disparu. Il s'assit, alluma sa tablette et consulta ses relevés de compte. Les virements mensuels pour les dépenses courantes avaient bien été effectués, mais aucune trace des paiements pour les frais de scolarité ou de la crèche. Dans le couloir, le tic-tac de l'horloge murale semblait assourdissant. Jean avait l'impression que chaque bruit dans cette maison lui était devenu étranger. Son regard se porta vers l'escalier, d'où Chloé descendait, un ours en peluche serré contre elle. « Papa, maman rentre souvent très tard. » « Des fois, elle ne rentre pas du tout, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Jean s'apprêtait à la questionner davantage, mais Chloé avait déjà baissé la tête et était allée s'asseoir sur le canapé. Il la recouvrit de la couverture, lui caressant les cheveux. Ils restèrent ainsi, en silence. Au moment où Jean allait se lever pour inspecter le jardin, le bruit de la serrure de la porte d'entrée se fit entendre. La porte s'ouvrit, et le claquement sec et rythmé de talons résonna sur le parquet. Il se retourna. Valérie fit son entrée, son manteau jeté sur ses épaules, sa coiffure légèrement défaite, et une odeur mêlée de parfum et de vin flottant autour d'elle. Son regard se figea en apercevant Jean, debout près de la cuisine. Il tenait le reçu du restaurant. La lumière du plafonnier se reflétait sur le papier et illuminait son visage, un masque de fatigue, de suspicion et de froideur. Le silence s'installa. Seule une valise, près de la porte, témoignait de son retour. Dans cet instant suspendu, la maison semblait retenir son souffle. Chloé appela doucement, « Papa ». Jean ne bougea pas. Il resta là, son regard ancré dans celui de sa femme, qui esquissa un léger sourire, penchant la tête comme pour décider de sa première réplique. La porte se referma derrière elle, créant entre eux un espace sombre et incertain, où le dialogue n'avait pas encore commencé, mais où une faille irréparable s'était déjà produite en Jean. Valérie attendit quelques secondes près de la porte avant d'arborer un sourire forcé, comme si la situation était parfaitement normale. Elle posa son sac à main sur la table, ôta son manteau et expliqua qu'elle revenait d'une soirée caritative pour une œuvre que Jean avait soutenue par le passé, ajoutant « Tu es rentré plus tôt que prévu. » Quelle surprise! Elle s'approcha pour lui déposer un baiser fugace sur la joue. Le mélange de parfum et de l'odeur subtile de vin persistait, ce que Jean nota sans le commenter. Il se contenta d'un léger hochement de tête, son regard se posant brièvement sur l'horloge murale. 3 heures. Nous parlerons demain matin, dit-il d'une voix lasse. Entendu, répondit Valérie précipitamment, se dirigeant vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Sous la lumière, elle remarqua les bouteilles de vin vides que Jean n'avait pas jetées.
Son regard les effleura avant de se baisser vivement. Jean monta à l'étage, marquant une pause devant la chambre des enfants. Chloé dormait, blottie contre son petit frère, le visage enfoui dans l'oreiller. Il ajusta la couverture sur eux, une vague de malaise indéfinissable le submergeant. En bas, le tintement du verre posé sur le plan de travail se fit entendre, suivi d'un silence total. Le lendemain matin, la maison était inondée de lumière et une odeur de café flottait dans la cuisine. Valérie fit son apparition, vêtue d'un peignoir blanc, les cheveux impeccablement coiffés, un sourire radieux aux lèvres. Le petit déjeuner était prêt, croissants, œufs et jus d'orange. Tout était en ordre, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un mauvais rêve. Chloé était assise à côté de son frère, les mains sur les genoux, les yeux rivés sur son assiette vide. Valérie engagea la conversation avec aisance, parlant de la maison, questionnant Jean sur ses associés européens et ses projets d'expansion. Jean répondait laconiquement, l'image du réfrigérateur désert le hantant. Il observait sa femme, remarquant un nouveau bracelet, une montre de luxe et des chaussures qu'il ne lui connaissait pas. Valérie ajouta, « Les enfants se sont terriblement ennuyés de toi. J'ai commencé à donner des leçons de piano à Chloé et j'ai inscrit Léo à un cours d'éveil. » Jean opina. « C'est une bonne chose. Mais où est Monique ? Je ne l'ai pas vue. » Monique a pris des congés, répondit Valérie d'un ton léger. Elle m'a dit qu'elle était souffrante. Je comptais la remplacer, mais je n'en ai pas encore eu le temps. Jean ne releva pas. Il tenait sa tasse de café, son regard perdu sur le jardin. La pelouse n'était pas tondue, et la piscine était jonchée de feuilles mortes. Des détails qui lui semblaient incongrus. Du temps de Monique, tout était d'une propreté irréprochable. Alors qu'il sortait pour inspecter l'extérieur, Valérie débarrassa la table et l'interpella, « Chloé est un peu difficile en ce moment, sans doute à cause de ton absence. Elle a tendance à fabuler pour se faire remarquer, alors ne prends pas au sérieux tout ce qu'elle pourrait te raconter. » Jean se retourna, son regard se posant sur Chloé. La fillette leva les yeux un instant avant de les baisser aussitôt, ses doigts crispés sur le bord de la table. « J'ai beaucoup voyagé. Est-ce que je t'ai manqué ? » demanda-t-il. Chloé acquiesça timidement. « Oui, tu m'as manqué. As-tu été une gentille fille ? » Avant que Chloé n'ait pu répondre, Valérie intervint, le sourire aux lèvres. « Évidemment, mais elle est parfois un peu dans la lune. Je lui apprends à s'endurcir. » Jean se contenta d'un hochement de tête, sans plus de commentaires. Il avait le sentiment que chaque réponse était trop parfaite, comme apprise par cœur. Vers midi, son téléphone sonna. C'était son assistant à Paris, qui l'informait que des documents importants attendaient sa signature. Un retard de 2 semaines compromettrait un contrat. Valérie s'approcha, posa une main sur son épaule et lui dit d'une voix douce, « Tu devrais y retourner. » « Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout ici. » Jean regarda l'écran de son téléphone, puis ses 2 enfants à table. Léo s'amusait avec une cuillère, tandis que Chloé le fixait en silence. Ce regard lui serra le cœur. « Je ne partirai que pour une courte durée, » dit-il, comme pour se convaincre lui-même. Valérie sourit. « Concentre-toi sur ton travail. Je veux juste que tu sois serein. » L'appel terminé, Jean monta dans son bureau. Il classa des papiers et appela son assistant pour réserver son vol. Derrière la porte, il entendit la voix étouffée de Valérie. Il ne comprit pas tout, mais il vit Chloé passer, les yeux rougis. Un instant plus tard, Valérie frappa à la porte et lui apporta un café. « Combien de semaines pars-tu ? » Environ 3. Ensuite, j'emmènerai les enfants chez ma mère, pour qu'ils changent d'air. Jean acquiesça sans protester. Il savait que la mère de Valérie habitait en Californie, mais le souvenir de Chloé, seule dans la cuisine cette nuit-là, le tourmentait. L'après-midi, il se rendit dans le jardin. L'herbe lui arrivait aux genoux et des feuilles mortes recouvraient la piscine. Il resta là, immobile, cherchant une réponse à son angoisse persistante. En rentrant, il surprit Valérie et Chloé dans la cuisine. Elle lui parlait à voix basse, la main sur son épaule. Chloé avait la tête baissée, les épaules rentrées. En l'apercevant, Valérie se retourna et sourit. « Je lui disais de se lever tôt demain pour te dire au revoir à l'aéroport. » Jean les observa, hocha la tête et monta directement à l'étage. Cette nuit-là, il ferma son ordinateur et sortit dans le couloir.
Une fente de lumière filtrait de la chambre du second étage. Il entendit des pas légers, puis le bruit d'une porte qui se referme doucement. Il se tint au pied de l'escalier, levant les yeux. L'ombre de Valérie se dessina en haut, sa main sur l'épaule de Chloé. La lumière dorée les enveloppait, créant une scène à la fois familière et profondément étrange. La porte du second étage se referma. Le bruit fut léger, mais il résonna lourdement dans son cœur. Chloé entra dans sa chambre, ses pas hésitants, lents et mesurés. 2 semaines s'écoulèrent. Jean était de retour en Europe pour finaliser une transaction importante. Le matin de son départ, il avait viré des fonds supplémentaires pour les dépenses de la famille, avec un court message, « Veille à ce que les enfants mangent à leur faim et salue l'institutrice de Chloé de ma part ». Valérie avait répondu instantanément par un emoji en forme de cœur et la phrase, « Tout est parfait, ne t'en fais pas ». Pendant son séjour à Paris, Jean essaya de garder le contact. Chaque appel vidéo montrait une Valérie enjouée, une maison bien éclairée et une table garnie de plats variés. Chloé et Léo étaient assis à ses côtés, agitant la main docilement. Mais un détail l'intrigua, dès que Valérie quittait le champ de la caméra, Chloé le regardait fixement, secouait la tête de manière presque imperceptible, puis baissait les yeux. Un geste infime, mais qui ne le quittait plus. Quelques jours plus tard, en pleine réunion, Jean reçut un courriel de l'école primaire de Chloé. L'objet était laconique, situation scolaire de l'élève, Chloé Dubois. Le message indiquait que la fillette s'était absentée à de nombreuses reprises, n'avait pas rendu ses devoirs, et que le paiement des frais de scolarité du mois précédent avait été rejeté. Il fronça les sourcils et vérifia ses comptes, les virements pour la scolarité étaient effectués ponctuellement. Jean appela Valérie sur le champ. « Pourquoi l'école me dit-elle que Chloé est absente ?» Sa voix était enjouée. « Elle a eu la grippe. Léo aussi avait de la fièvre. J'ai demandé quelques jours d'absence. L'école n'a sans doute pas mis ses dossiers à jour. L'as-tu emmené voir un médecin? Oui, ce n'était qu'un petit rhume. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ton travail. Il garda le silence quelques secondes avant d'acquiescer. D'accord, envoie-moi une photo de l'ordonnance. Bien sûr, répondit-elle en souriant, mais il ne reçut jamais la photo promise. Plus tard dans la semaine, son téléphone vibra. C'était un message de Monique, l'ancienne femme de ménage. Je suis désolé d'être parti si soudainement. Je ne supportais plus de rester dans cette maison. L'ambiance était devenue insupportable. J'espère que les enfants vont bien. Jean lui envoya un message pour lui demander des explications, mais ne reçut aucune réponse. Le silence s'installa. Pendant ce temps, en Provence, Valérie avait commencé à confier toutes les tâches ménagères à Chloé. La fillette se levait à l'aube pour faire la lessive, nettoyer la cuisine, nourrir son frère et le coucher pour la sieste. Lorsque Valérie était au téléphone, Chloé emmenait Léo dans leur chambre pour ne pas faire de bruit. Chaque fois qu'elle entendait les pas de sa belle-mère dans l'escalier, ses petites épaules se contractaient. Un après-midi, une voisine, Madame Marie, vit Chloé sortir les poubelles. « Cela fait longtemps que je n'ai pas vu ta mère vous emmener en promenade, lui fit-elle remarquer. Chloé se contenta d'un maigre sourire et répondit brièvement, « Maman a beaucoup de travail. » Ce soir-là, dans sa petite chambre, Chloé écrivit dans son vieux cahier d'une écriture fine, « Léo n'a pas mangé aujourd'hui. Maman a dit qu'il fallait faire des économies. Léo a pleuré, alors je lui ai donné ma part de pain. » Son écriture était mal assurée mais ferme, à l'image de la contenance qu'elle s'efforçait de maintenir jour après jour. À Paris, Jean termina sa réunion tardivement. En rentrant à l'hôtel, il découvrit un message de son ami et avocat, Stéphane Fournier. « Jean, j'ai examiné le fonds en fiducie. Un retrait suspect de près de 400 000 € a été effectué vers un compte d'entreprise privée, R. H. Management. La signature est celle de Valérie. Lui as-tu donné ton autorisation ?» Jean s'immobilisa dans le couloir, le téléphone serré dans sa main. Il alluma son ordinateur et se connecta au compte de la famille. Tout était limpide. 400 000 € s'étaient évaporés en 3 transactions. Il appela Valérie. La sonnerie se prolongea, sans réponse. Bien plus tard, elle le rappela en visioconférence. Son visage était radieux, ses cheveux impeccablement coiffés, et l'arrière-plan était lumineux. « Mon chéri, j'allais t'en parler, mais tu as été si occupé. J'ai investi cet argent.
Un ami financier m'a parlé d'un projet très rentable. Je compte créer un fonds d'études privé pour Chloé. Jean la fixa à travers l'écran. Quel ami? Elle sourit. Quelqu'un que tu connais. Nicolas Leroy. Tu te souviens l'avoir rencontré à cette soirée à Boston l'année dernière? Il ne répondit pas. Ses yeux brillaient, sa voix était assurée, mais il y avait dans sa manière de parler quelque chose qui le glaça. Ne t'inquiète pas, j'ai tout planifié avec soin. À ton retour, je te montrerai tous les documents. L'appel prit fin. Jean fixa l'écran noir. Juste avant que l'image ne disparaisse, il crut apercevoir Chloé, tenant Léo dans ses bras. Ses yeux étaient baissés, ses épaules légèrement tremblantes. Il ne dormit presque pas de la nuit. Le lendemain matin, il envoya un message à Philippe, le gardien du domaine résidentiel. Philippe, pourriez-vous vérifier les enregistrements des caméras de surveillance des dernières semaines? Je dois savoir si ma femme est rentrée tard fréquemment. Une minute plus tard, Philippe répondit, vous êtes certain de vouloir savoir? Jean se renversa sur sa chaise, fixant le message avec intensité. Il répondit, oui. Près d'une heure après, Philippe lui envoya un court fichier vidéo. L'image était de mauvaise qualité, en noir et blanc, mais suffisamment nette. On y voyait Valérie quitter la maison à 23h47, vêtue d'une robe sombre, et monter dans une berline argentée. Un homme l'attendait, lui ouvrant la portière. La voiture quitta le domaine, ses feux arrière s'estompant dans la nuit. Jean fixa l'écran de son téléphone. Le silence dans la chambre d'hôtel était pesant. Le ronronnement de la climatisation lui semblait lointain. Il visionna la vidéo à plusieurs reprises, au ralenti, ses yeux suivant les phares de la voiture jusqu'à ce qu'ils disparaissent au dernier virage. À cet instant, quelque chose en lui se brisa, de manière subtile mais irrévocable. Sa main se crispa. La lumière de l'écran se reflétait sur son visage fatigué. La nuit parisienne s'écoula dans un silence pesant. Jean était assis à son bureau, la lueur bleutée de son ordinateur éclairant son visage las. Il rouvrit les images envoyées par Philippe, agrandissant le visage de l'homme dans la voiture avec Valérie. Il portait un costume sombre, les cheveux gominés, un sourire en coin, la main posée avec familiarité sur l'épaule de Valérie. Ce geste, naturel et intime, lui retourna l'estomac. Il fit une capture d'écran et l'envoya à Stéphane. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. La voix de Stéphane était brève, l'homme sur la photo est Nicolas Leroy, un spécialiste en investissement douteux de Boston qui a collaboré avec ton entreprise il y a 2 ans. On l'a vu en compagnie de Valérie à plusieurs reprises récemment. Jean ne répondit pas tout de suite. Dehors, les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre, brouillées par la pluie. Il resta immobile, n'entendant que les battements précipités de son propre cœur. Finalement, il dit d'une voix faible, « Aide-moi à retrouver la trace des fonds de la fiducie. Elle les a peut-être fait transiter par son entreprise. » Stéphane accepta, sa voix se faisant plus grave. « Jean, tu dois rentrer au plus vite. Je crains que la situation ne soit très sérieuse. » Le lendemain matin, Jean appela l'école primaire de Chloé. La voix de l'institutrice était hésitante. « Pardon, qui est à l'appareil? » Jean Dubois, le père de Chloé. Un silence, puis la voix de l'institutrice s'adoucit. « Je suis si heureuse que vous appeliez. J'ai tenté de joindre la famille à plusieurs reprises, en vain. » Jean fronça les sourcils. « Va-t-elle à l'école? » Sandrine Moreau, l'institutrice principale, soupira. « Chloé a manqué plus de la moitié du mois. Lorsqu'elle vient, elle est souvent fatiguée, amaigrie et ne parle presque pas. J'ai remarqué des égratignures sur son bras. Quand je l'ai interrogée, Chloé a dit que c'était son chat, mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. » Jean serra le téléphone, la poitrine en feu. « Avez-vous alerté quelqu'un? » J'ai signalé la situation au service de protection de l'enfance, dit lentement Sandrine, mais ils ont classé l'affaire après avoir rencontré la mère de Chloé. Elle a fourni des certificats médicaux attestant d'une allergie cutanée, signés par le médecin de famille. L'enquête a été abandonnée faute de preuves. Jean ferma les yeux, le souffle court. Sa voix était à peine audible. « Merci. Je vous prie de ne mentionner cet appel à personne. Je serai bientôt de retour. J'espère simplement que Chloé ira bien, » répondit Sandrine.
Après avoir raccroché, Jean resta assis, immobile, pendant un long moment, le regard vide. Il sentait sa main trembler en tenant le téléphone. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, les blessures légères, le départ de Monique, l'argent disparu, les images nocturnes. Il n'attendit pas plus longtemps. Vers midi, il prit le premier vol pour Marseille. Stéphane l'appela alors qu'il faisait sa valise. « J'ai du nouveau. » La voix de son ami était calme mais tendue. Elle a retiré la quasi-totalité du fonds en fiducie, soit environ 480 000 €. L'argent a été viré à une société de conseil, R.H. Management. Jean s'arrêta, la main crispée sur la poignée de sa valise. R.H. répéta-t-il. Pour Nicolas Leroy. Exactement. Je continue mes recherches, mais prépare-toi. Tout indique que cette affaire dépasse le cadre personnel. Jean ne répondit pas. Il regarda par le hublot de l'aéroport l'avion qui attendait sur le tarmac, sous un ciel de plomb. Dans son cœur, la douleur et le vide s'entremêlaient, comme une fissure qui s'élargissait lentement. Durant le vol, il resta silencieux, tenant son téléphone, revisionnant de vieilles vidéos. À chaque appel, Chloé évitait le regard de sa mère. Une fois, la fillette riait, mais lorsque Valérie lui toucha l'épaule, son rire s'éteignit. Il regarda la scène des dizaines de fois, jusqu'à ne plus savoir ce qu'il voyait, sentant seulement ses yeux le brûler. À son atterrissage, le ciel de Marseille était chargé de nuages. Il loua une voiture et rentra chez lui sans prévenir. La route familière défilait lentement, chaque virage semblant interminable. La maison de campagne apparut dans la brume, les lumières du portail allumées, mais tous les volets étaient clos. Jean se gara et sortit. Le bruit du vent dans les arbres était froid et sec. Il ouvrit la porte avec son ancien code, le déclic de la serrure résonnant doucement. Aucun bruit humain. La maison était sombre, seule une vague odeur de parfum et de vin persistait. Il alluma les lumières du salon. La table de la salle à manger était vide, le sol d'une propreté clinique. Sur le canapé, quelques jouets d'enfants étaient éparpillés. Il traversa le couloir et s'arrêta en voyant une petite valise ouverte dans un coin. À l'intérieur, quelques vêtements d'enfants, un cahier d'école et une photo. Il la prit. C'était une photo de 3 au parc l'été dernier, le sourire de Chloé éclatant. À côté, le cahier bleu usé. Jean l'ouvrit. L'écriture tremblante de Chloé couvrait les pages. Maman a dit de ne pas appeler papa. Je ne sais pas ce qu'on va manger demain. Léo a pleuré, je lui ai chanté une chanson. Sa main se crispa sur la page. Une douleur sourde et diffuse l'envahit. Il s'assit et lut quelques lignes de plus. Papa me manque. Maman dit que je ne devrais pas, mais il me manque quand même. Il referma le cahier, les yeux fixés sur l'escalier. L'étage était silencieux. Le silence était si profond qu'il entendait les battements de son propre cœur. Il se dirigea vers la fenêtre du salon et regarda le jardin. L'herbe était haute, la piscine recouverte d'une épaisse couche de feuilles. La maison, autrefois le symbole de sa réussite, lui semblait désormais une coquille vide, belle, froide et silencieuse. C'est alors que le bruit d'un moteur de voiture se fit entendre depuis le portail. Les phares balayèrent le jardin. Jean se figea, le cahier toujours à la main. Le bruit d'une portière, puis un rire bref et étouffé filtrèrent à travers la vitre. Une forte odeur de parfum s'insinua avec le courant d'air. Il se plaça au centre de la pièce, face à la porte d'entrée. Le claquement régulier de talons hauts sur le sol, chaque pas martelant son cœur. La porte s'ouvrit. Valérie entra, les cheveux coiffés, vêtue d'un manteau de luxe, le visage légèrement maquillé. À ses côtés, Nicolas Leroy, l'homme de la photo. Il était grand, le visage détendu, son regard parcourant la maison comme un lieu familier. Valérie dit quelque chose à voix basse, son rire se mêlant au bruit des clés qu'on pose sur une table. Jean ne dit rien. Il resta debout au milieu de la pièce, serrant le cahier de Chloé. Valérie fut la première à le voir. Son sourire s'effaça, une lueur de surprise traversa ses yeux, rapidement maîtrisée. Elle ôta lentement ses gants, les rangea dans son sac à main et fit un pas en avant, sa voix calme. Tu es de retour. Je ne savais pas que tu arrivais aujourd'hui. Jean resta immobile,
son regard fixé sur elle, inébranlable. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Le tic-tac de l'horloge murale, le léger flottement du rideau sous l'effet du vent. Nicolas regarda autour de lui, se racla la gorge, peut-être pour dire quelque chose, mais se tut en croisant le regard de Jean. Dans la main de Jean, le cahier de Chloé était toujours ouvert, la page frémissant au rythme de sa respiration. La lumière du couloir les éclairait tous les trois silhouettes distinctes dans un espace à la fois familier et étrange, un homme de retour, une femme dissimulant un secret, et un intrus qui se demandait où il avait bien pu mettre les pieds. Le salon baignait encore dans la chaude lumière jaune du plafonnier, mais toute chaleur semblait s'en être dissipée. Valérie marqua une courte pause, puis esquissa un sourire. « Je te présente Nicolas Leroy, dit-elle d'une voix légère, un nouvel associé pour l'entreprise. Il passait juste régler quelques détails. » Nicolas tendit la main, un sourire amical aux lèvres, mais un regard évaluateur dans les yeux. « Content de te revoir, Jean. Ça faisait longtemps. » Jean ignora sa main tendue, le fixant droit dans les yeux. « Nous parlerons plus tard, dit-il sèchement. Pour le moment, j'ai besoin de parler à ma femme en privé. » Un tic contracta la lèvre de Nicolas, puis il acquiesça et reprit son manteau. Valérie le raccompagna jusqu'à la porte, lui parlant à voix basse, s'efforçant de garder son calme. « Je t'appellerai, ne t'en fais pas. » Lorsque la porte se referma, le bruit de ses talons résonna lentement sur le parquet. Elle se retourna, son expression métamorphosée. « Qu'est-ce que tu essaies de faire? De me faire une scène ?» Jean posa le cahier de Chloé sur la table, l'ouvrit et montra l'écriture. Est-ce que c'est le fruit de son imagination? Elle y jeta un œil, fronça les sourcils, puis haussa les épaules. Ce ne sont que des gribouillages d'enfants. Elle est très imaginative en ce moment. Je pensais l'emmener voir un psychologue. Jean leva les yeux. J'ai tout lu. Il est écrit qu'elle n'avait pas le droit de m'appeler, qu'il n'avait rien à manger. Comment tu expliques ça? Valérie croisa les bras. Tu es parti 6 mois, me laissant tout gérer seul. Et maintenant, tu te fies aux divagations d'une enfant pour douter de moi? Tu sais très bien qu'elle a une imagination débordante. Et le fond en fiducie? La voix de Jean était basse, chaque mot pesait. Je l'ai investi pour l'avenir de Chloé. Tu ne comprends que les chiffres, tu ne vois pas ma vision à long terme. Je veux voir le rapport, insista-t-il. Elle pinça les lèvres, un froid glacial dans le regard. Tu viens de rentrer, tu es fatigué. Ne transforme pas cette maison en salle d'interrogatoire. Je te le montrerai demain. Pour l'instant, je veux me reposer. Elle lui tourna le dos, le claquement de ses talons s'éloignant sur le sol. Jean la regarda partir, submergé par un mélange de colère et de déception. Il prit le cahier et le monta dans la chambre de Chloé. La pièce était anormalement rangée, comme nettoyée à la hâte. Sur le bureau, un carnet de dessins était à moitié déchiré, et des morceaux de papier froissé gisaient dans la corbeille. Il les ramassa et tenta de les assembler, découvrant un dessin inachevé, 3 silhouettes dans une cuisine, une grande ombre de dos, et un petit enfant tenant son frère au loin. Il contempla le dessin un long moment, la lumière de la lampe se reflétant d'une manière qui lui serra la gorge. En bas, il entendit les pas de Valérie, puis sa voix étouffée au téléphone. Il sait. Ne le laisse pas découvrir l'argent. Sa voix était hachée, basse, comme si elle luttait pour la contenir. Jean s'assit sur le lit de sa fille, écoutant le vent gémir à la fenêtre. Il savait qu'il devait garder son calme, mais une rage sourde et une frustration intense bouillonnaient en lui. Le lendemain matin, il décida d'emmener Chloé à l'école. Elle s'installa à l'arrière, serrant son sac à dos, le regard perdu dans le paysage, sans dire un mot. Lorsque la voiture s'arrêta devant le portail, son institutrice, Sandrine Moreau, sortit, visiblement surprise de le voir. « Bonjour, monsieur Dubois. Je suis heureuse de vous voir. » Sa voix était douce mais sincère. Jean hocha la tête. « J'ai appris que Chloé s'était beaucoup absentée. » Sandrine regarda Chloé, puis reporta son attention sur lui. « C'est une excellente élève, mais elle est très angoissée ces derniers temps. Elle a tendance à se sentir coupable, à penser qu'elle a contrarié sa mère. J'ai essayé de lui parler, mais elle semble avoir peur. » Elle sortit quelques aquarelles de sa poche. « Je les ai gardées pour vous. Chloé dessine beaucoup,
mais ces dessins se ressemblent tous, une maison sombre avec une seule lumière dans la cuisine. Jean les prit et les examina. Des couleurs sombres, superposées, avec une petite zone de lumière au centre où les deux enfants étaient assis. Il ne dit rien, les plia soigneusement et les glissa dans la poche de sa veste. « Merci », dit-il d'une voix grave. Sandrine posa une main sur le bras de Chloé. « Ne t'inquiète pas. Tes professeurs sont là pour toi. » Chloé esquissa un faible sourire, qui s'évanouit aussitôt. En remontant dans la voiture, Jean vit dans le rétroviseur l'institutrice, toujours là, le regard inquiet. Sur le chemin du retour, le téléphone de Jean sonna. C'était la société de sécurité. « Monsieur, votre système d'alarme a été désactivé pendant plus d'1 mois, à la demande de Madame Valérie pour maintenance. Nous l'avons réactivé lorsque vous avez réactivé votre compte principal. » Jean raccrocha, silencieux, les doigts tapotant le volant. Dans son esprit, les pièces du puzzle s'assemblaient, formant une image qui le glaça d'effroi. Ce soir-là, après le départ de Valérie, il alluma son ordinateur et se connecta à son espace de stockage en ligne, le seul auquel il avait accès. Des dizaines de fichiers vidéo apparurent, montrant des scènes à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. La plupart étaient des images vides, des pièces sombres, mais quelques clips montraient Valérie allant et venant avec Nicolas, parfois chargé de sacs, riant et discutant. Jean les visionna un long moment. Aucune image n'était explicite, mais elle suffisait à lui faire comprendre la situation. Il téléchargea toutes les données, les sauvegardant sur un disque dur, en notant la date et l'heure de chaque enregistrement. Lorsque le téléchargement fut terminé, il éteignit l'ordinateur, s'adossa à sa chaise et ferma les yeux. On frappa doucement à la porte. « Papa ?» Chloé se tenait sur le seuil, une petite couverture à la main. « Je n'arrive pas à dormir. Je veux juste rester un peu près de toi. » Jean lui ouvrit les bras. « Viens. » La fillette se blottit sur le canapé. Il la recouvrit de la couverture et alluma une petite lampe. La douce lumière éclaira son petit visage amaigri. Ses lèvres tremblaient légèrement, même dans son sommeil. Jean la regarda, un sentiment de culpabilité l'envahissant. Il avait fait une confiance aveugle à une fausse sécurité, et ses enfants en payaient le prix. En bas, le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. Une notification de message retentit sur le téléphone de Valérie. Une vibration brève et claire dans le salon. L'écran de son téléphone s'illumina, affichant un message. « S'il découvre, je m'en occupe. Laisse-moi faire. » Valérie entra, prit son téléphone et lut le message sans la moindre expression. Elle le supprima et éteignit l'écran. La lumière de la cuisine éclairait son visage, fin et froid. Sur le comptoir, une grande enveloppe ouverte contenait des relevés de retrait bancaire. À côté, les clés de la voiture de Nicolas. Elle toucha l'enveloppe, le regard vide un instant, puis la referma. Le silence était total, seule la faible lumière jaune éclairait la moitié de son visage où le sourire avait depuis longtemps disparu. Le ciel de Marseille était d'un gris pesant ce matin-là. Jean se rendit au bureau de Stéphane en centre-ville. Sur le siège passager, un petit disque dur noir et une pile de documents financiers. Il n'alluma pas la radio, ne regarda pas le paysage. Ses mains étaient crispées sur le volant. Son plan était désormais clair et implacable. Stéphane l'attendit sur le pas de la porte. Le bureau était lumineux, une odeur de café flottait dans l'air. Jean posa le disque dur et les dossiers sur la table. « Tout est là », dit-il doucement. Les enregistrements de la surveillance, les transactions, les copies des documents du fonds en fiducie. Stéphane hocha la tête, chaussa ses lunettes et ouvrit son ordinateur. Des images défilèrent, Valérie quittant la maison tard dans la nuit avec l'homme qu'il connaissait, suivi d'images de transfert d'argent et de procuration signées de son nom. À chaque nouveau détail, le visage de Stéphane s'assombrissait. Après un silence, il leva les yeux. « Jean, c'est largement suffisant. Tu peux demander un gel immédiat de ses avoirs. Je lance la procédure. » Jean se renversa sur sa chaise, les mains jointes. « Je ne veux pas de scandale. Je veux juste que les enfants soient en sécurité. » « Nous allons suivre la procédure légale, » répondit fermement Stéphane. « Je contacte le tribunal dès aujourd'hui. » À ce moment, le téléphone de Stéphane vibra. Il lut le message, son expression changeant du tout au tout.
Dernière nouvelle de la banque, dit-il rapidement. Une somme importante vient d'être retirée du compte de réserve avec une procuration signée par Valérie. Si elle met la main sur l'argent, il sera difficile de le récupérer. Jean se leva, ne disant presque rien, hochant seulement la tête. Je dois y aller. Stéphane le suivit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je rentre à la maison, répondit Jean d'une voix basse. Je dois m'assurer qu'elle n'est pas déjà partie. Il quitta le bureau, traversant la ville à toute vitesse. À un feu rouge, il appela Sandrine, l'institutrice de Chloé. Mademoiselle Moreau, c'est Jean Dubois. Pouvez-vous garder Chloé et Léo à l'école jusqu'à mon arrivée? C'est une urgence. Sandrine répondit simplement, bien sûr. Je reste avec eux. Il la remercia rapidement avant de raccrocher et de repartir. La route menant au village était longue et sinueuse, les arbres projetant des ombres dansantes sur la route. Dans son esprit, tous les autres sons s'étaient tus. Une seule pensée l'obsédait, il devait sortir ses enfants de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. En arrivant au portail de la maison, Jean remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. La porte du garage était ouverte, la lumière du salon allumée, mais aucun bruit ne filtrait. Il poussa la porte d'entrée, le vent s'engouffrant derrière lui. Dans le salon, une valise ouverte sur le canapé. Des vêtements jetés à la hâte, des passeports, des cartes de crédit et une liasse de billets sur la table. Sur le comptoir de la cuisine, un billet d'avion pour un aller simple vers Los Angeles. Le nom sur la réservation, Valérie Leroy. À côté, le passeport de Nicolas Leroy. Jean fixa le papier, se sentant vidé de toute énergie. Toutes ses suppositions étaient justes. Ils comptaient s'enfuir ensemble. Il monta rapidement à la chambre principale. L'armoire était grande ouverte, les tiroirs en désordre. Au milieu des papiers, un épais dossier intitulé « Portefeuille d'investissement R. H. Management ». Il l'ouvrit. Des contrats falsifiés, des signatures copiées, des documents de transfert vers la même société. Chaque feuille de papier était une lame de rasoir. Le bruit d'une voiture s'arrêtant devant le portail le fit sursauter. Jean plia les documents et descendit. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Valérie entra, vêtue d'un manteau sombre, son sac à main en bandoulière. La lumière de l'après-midi éclaira son visage, qui blêmit en le voyant tenir le dossier. Ils se regardèrent en silence. Pas de sourire, pas d'explication. Juste une tension palpable, longue et froide. Valérie fut la première à parler. « Tu ne comprends rien, dit-elle lentement. Tu te crois si vertueux? Tout ce que tu possèdes, c'est grâce à moi, à mon travail pour construire ton image, ton réseau, tes contrats. Tu me dois bien plus que tu ne l'imagines. » Jean ne répondit pas, se contentant de brandir la pile de papier. Le travail acharné de qui? Elle s'approcha, un faible sourire aux lèvres. Je peux tout expliquer. Il y a des choses que tu ignores. Inutile, dit-il. Chloé est avec son institutrice. Tu n'as plus à t'inquiéter pour eux. Valérie se figea. Que as-tu fait des enfants? Je les ai mis en sécurité. Tu n'en as pas le droit. Sa voix monta, tremblante. Tu es parti 6 mois, et maintenant tu reviens pour m'accuser de tout. Jean se retourna et sortit son téléphone. Stéphane, lance la procédure d'urgence. À l'autre bout du fil, la voix de Stéphane était ferme. Je contacte les autorités et les services de protection de l'enfance. Ils seront là dans 1 heure. Valérie l'entendit, son regard changea complètement. Un mélange d'impuissance et de fureur. Elle recula, serrant la sangle de son sac. Tu détruis tout, dit-elle, la voix étranglée. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans cette maison. Jean resta silencieux, ne la regardant pas. Il posa le téléphone sur la table et dit doucement, c'est fini. Elle resta immobile quelques secondes, puis se détourna et se précipita vers la porte. Son sac à main glissa de son épaule et tomba. Elle se pencha pour le ramasser, sa main tremblante, et la clé de la voiture tomba et roula au loin. Quelques minutes plus tard, le bruit d'un moteur de voiture se fit entendre. Jean se tenait au milieu du salon, la lumière se reflétant sur son visage fatigué, sans expression, comme vidé de toute émotion. Par la fenêtre,
il vit sa voiture noire quitter le portail à toute vitesse, les feux arrière traçant une longue ligne rouge sur le mur. Il ne la suivit pas, ne dit rien. Seul le bruit du moteur s'estompa, puis disparut. Jean resta immobile, tenant toujours le dossier qu'il n'avait pas eu le temps de poser. Le papier dans sa main était froissé par la sueur, mais il ne le sentait pas. La faible lumière se reflétait sur son profil, où la colère, la douleur et le désespoir se mêlaient en un gris indéfinissable. Il prit une profonde inspiration et appela Stéphane. La voix de son ami était rapide mais claire. Les autorités sont en route. J'ai envoyé tous les documents et l'ordonnance de gel des avoirs. Ils commencent ce soir. Merci, répondit brièvement Jean. Je veux que tout soit terminé aujourd'hui. Moins de 10 minutes plus tard, le devant de la maison était illuminé. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent, leurs gyrophares balayant la brume. Un autre véhicule des services de protection de l'enfance, SPE, se gara à côté. L'agent s'approcha, présenta son badge et dit d'une voix ferme, « Nous avons une ordonnance et des preuves suffisantes. Nous demandons la permission d'inspecter les lieux et de saisir les documents pertinents. » Jean hocha la tête en silence et les fit entrer. Pendant qu'il travaillait, il s'assit à la table et appela Sandrine. Sa voix était douce mais tremblante d'émotion. « Je suis chez moi avec les enfants. Chloé n'a pas dormi, elle me serre la main. Léo est fatigué, mais sa fièvre a baissé. Gardez-les jusqu'à mon arrivée, dit Jean. Merci, Sandrine. Ne me remerciez pas, répondit-elle doucement. Je veux juste qu'ils soient en sécurité. Dehors, le crépitement de la radio de la police se fit entendre. Un agent s'approcha et tendit à Jean un document. Valérie était à l'aéroport de Marseille, s'enregistrant pour un vol vers Los Angeles. Nous avons besoin de votre autorisation pour l'appréhender et l'interroger. Jean prit le stylo et signa sans lever les yeux. Faites. Au même moment, Stéphane envoya un message. Nicolas Leroy est en garde à vue à son bureau. Accusation, blanchiment d'argent et fraude à l'investissement. Le service financier est sur le coup. Le message était bref, mais il rendit l'atmosphère encore plus pesante. La pluie redoubla, le bruit des gouttes sur les tuiles se mêlant aux communications radio et aux pas des agents. Jean resta assis, immobile, regardant le rideau flotter dans le vent, le cœur vide. Cette nuit-là, après le départ des autorités, il ne retourna pas dans la grande chambre. Il se rendit directement chez Sandrine, où ses enfants l'attendaient. Le petit appartement était dans un quartier calme, une lumière chaude émanant de la fenêtre. Sandrine ouvrit, soulagée de le voir. « Ils dorment » chuchota-t-elle. Jean entra. Sur le fauteuil, Chloé était affalée contre lui, les yeux fermés mais la main toujours crispée sur son bras, comme si elle craignait de le perdre. Léo était allongé sur les genoux de Sandrine, respirant calmement. Jean s'assit, silencieux. Il caressa les cheveux de sa fille, sentant son cuir chevelu sec et fragile. Des images défilèrent dans son esprit, les anniversaires manqués, les appels vidéo écourtés, les promesses de « je rentre bientôt » non tenues. Sandrine posa une tasse de thé devant lui. « Vous avez besoin de vous reposer » dit-elle doucement. « Les enfants sont en sécurité. La police a posté quelqu'un devant la porte. » Jean la regarda, les lèvres bougeant sans qu'aucun son ne sorte. Il hocha simplement la tête. Vers minuit, Chloé se réveilla. Voyant son père toujours là, elle murmura « Ne repars pas, papa. » Il se pencha, la serra fort et chuchota « Je ne partirai plus jamais. » Le lendemain matin, la première lumière filtrait à travers la fenêtre du petit appartement. Jean se réveilla, le dos endolori d'avoir dormi dans le fauteuil. Stéphane appela, sa voix claire. Confirmation officielle. Valérie a été arrêtée à l'aéroport et est en cours d'interrogatoire. Ses avoirs sont gelés. Nicolas est également détenu par le FBI. Jean resta silencieux un instant, puis dit « Bien. Prépare les papiers du divorce. Je veux en finir tout de suite. » « Tu es sûr de vouloir faire ça maintenant ? » demanda Stéphane. « J'ai déjà signé les brouillons, » dit Jean, sortant le papier de sa poche et le posant sur la table. « Je ne demande qu'une chose, la garde exclusive des enfants. » L'après-midi même, la première étape était franchie. Jean déposa les papiers, apposa sa signature. Tout fut rapide, net,
sans un seul mot d'accusation. De retour chez lui, il fit quelques bagages. Il n'avait plus rien à faire dans cette maison. Il loua un petit appartement près de la mer, 3 pièces, 2 chambres et une cuisine. La première nuit, la mer était calme, le vent doux. Chloé se leva tôt, debout près de la fenêtre, regardant l'eau. La lumière bleue scintillante se reflétait sur son visage. Léo était allongé sur le tapis, réapprenant ses premiers mots, « Papa Chloé », des syllabes courtes et fragiles, qui semblaient réparer le cœur de Jean. La nouvelle maison était petite mais paisible. Pas de dispute, pas d'odeur de vin, pas de lumière de téléphone tard dans la nuit. Seulement le rire des enfants et le bruit lointain des vagues. Ce soir-là, Sandrine passa. Elle apporta quelques vieux jouets et des livres pour enfants. Les enfants ont besoin de temps pour guérir, dit-elle en regardant Chloé dessiner. Surtout Chloé. Elle a encore peur, même si elle est en sécurité. Jean hocha la tête. Je sais. Moi aussi, je dois réapprendre à être un père. Sandrine sourit doucement. Il vous suffit d'être là pour eux. Après son départ, Jean rentra. La faible lumière jaune éclairait le petit bureau. Dessus, un dessin que Chloé venait de terminer, 3 personnes à table dans une pièce lumineuse, l'extérieur peint en noir profond. Pourtant, la lumière du dessin rayonnait. Jean resta immobile, sa main effleurant le coin du papier, sentant son cœur ralentir. Pas d'image de l'aéroport, pas de visage de Valérie. Seulement les 2 enfants et le silence paisible qu'il avait perdu. La lumière du salon se reflétait sur son visage, brillant doucement dans la nuit. Au début de mars, Marseille se réchauffa. La pluie cessa, l'air était juste assez humide et froid pour annoncer la fin de l'hiver. Jean commença à emmener Chloé et Léo à l'hôpital pour enfants de Marseille chaque matin. L'hôpital, situé sur une colline surplombant le lac Union, avait des murs de verre brillant qui reflétaient le ciel pâle. Le docteur Bernard, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, prit en charge les enfants. Lors de la première consultation, il écouta le récit de Jean sans l'interrompre, sans jugement, demandant seulement « Les enfants ont-ils peur des inconnus ?» Jean acquiesça. Chloé, assise à côté de lui, serrait son frère contre elle, le regard méfiant. Après l'examen, le docteur Bernard déclara d'une voix égale « Chloé souffre de stress post-traumatique. Elle a vécu trop longtemps dans un environnement anxiogène. Léo est légèrement dénutri et a besoin de temps pour se rétablir. Ils ont surtout besoin de se sentir en sécurité, pas de médicaments. » Jean écouta, hochant la tête. Il le savait. Au petit appartement, Chloé se réveillait parfois en sursaut la nuit, et Léo pleurait au moindre bruit de vent. À chaque fois, il s'asseyait à leur côté, attendant qu'ils se calment, leur racontant des histoires jusqu'à ce qu'ils se rendorment. Il passait presque tout son temps à l'hôpital. Le matin, il consultait les rapports médicaux. L'après-midi, il participait aux séances de thérapie avec les enfants. Léo travaillait sa motricité avec des jeux de ballon, et Chloé apprenait à dessiner pour se détendre. Le soir, il leur préparait de la soupe, mettait la table et leur lisait des histoires. Le petit appartement commençait à ressembler à un vrai foyer. Après quelques semaines, Chloé recommença à sourire. La première fois, ce fut lorsque Léo écorcha le mot « papillon ». Elle éclata de rire, prit une feuille et dessina un papillon aux ailes jaunes pâles. En voyant ce sourire, Jean sentit une boule se former dans sa gorge. Le rire d'un enfant, un son simple qui avait déserté sa maison depuis si longtemps. Un après-midi, Sandrine vint à l'hôpital. Elle apporta une boîte d'aquarelle et du papier épais. « Laissez Chloé dessiner ce qu'elle veut », suggéra-t-elle en posant les pinceaux sur la table. Quand les enfants commencent à dessiner la lumière, c'est qu'ils sortent de l'obscurité. Chloé dessina pendant toute la visite. Lorsqu'elle montra son dessin, Jean vit une grande fenêtre inondée de soleil, un jaune pâle, loin des taches grises et noires de ses dessins précédents. « C'est magnifique », dit Sandrine en souriant à la fillette. Jean se tenait derrière, silencieux. Il n'avait pas besoin de parler. Cette image suffisait à le convaincre que la paix pouvait se réapprendre, même tardivement. Ce soir-là, Stéphane vint lui rendre visite. Il avait des dossiers épais sous le bras, mais son expression était plus détendue. « Les actionnaires de Future Bridge veulent que tu reviennes. Ils disent que tu es le seul à pouvoir sauver l'entreprise. » Jean sourit. « L'entreprise va bien,
mais ma place n'est plus là-bas. Stéphane fut surpris. Tu comptes te retirer complètement? J'ai déjà signé les papiers, répondit-il en lui tendant un document. La majorité des actions sera transférée à une nouvelle fondation, la Fondation Lumière de Chloé. Stéphane lut le nom, ses yeux s'adoucissant. Une œuvre caritative? Oui, pour aider les enfants traumatisés à trouver un refuge, une thérapie et à réapprendre à faire confiance. Stéphane resta silencieux quelques secondes, puis acquiesça. C'est peut-être le meilleur projet que tu aies jamais lancé. Le lendemain, la presse ne parlait que de ça, le millionnaire Jean Dubois quitte Future Bridge et consacre sa fortune à une fondation pour l'enfance. Les journalistes parlèrent de « l'acte de rédemption d'un père », mais Jean n'y prêta pas attention. Il ne lut aucun article, se contentant de survoler les titres avant de fermer son ordinateur. Ce qui comptait pour lui, c'était le rituel matinal de ses enfants, le petit déjeuner de lait et de viennoiserie, les petites chaussures bien rangées près de la porte, et le fait que Chloé ne sursautait plus au bruit d'une porte qui se ferme. Un soir, après que les enfants se furent endormis, Jean reçut une enveloppe de l'hôpital. À l'intérieur, une note manuscrite du docteur Bernard, quand un père apprend à écouter, ses enfants cessent d'avoir peur. Il la lut plusieurs fois, la plia et la rangea dans son portefeuille. Quelques jours plus tard, Chloé lui montra un nouveau dessin. 3 personnes, lui, Chloé et Léo, sur une pelouse, le soleil se levant au loin, projetant une grande lumière ronde. Chloé murmura, « Papa, je veux l'accrocher dans le salon. » Jean hocha la tête. Il encadra le dessin et l'accrocha sur le mur en face de la table à manger. Chaque matin, c'était la première chose qu'il voyait en se préparant son café. Le temps passa, et le petit appartement devint un cocon douillet. Chaque matin, une odeur de biscuits et des rires. Les voisins les saluaient, les enfants du quartier venaient jouer. Chloé se lia d'amitié avec Manon, la fille d'en face, et elle passait des heures à dessiner près de la fenêtre. Léo courait partout en riant aux éclats. Jean sentit que cette maison avait une âme, et n'était pas qu'un simple refuge. Un dimanche matin, le soleil inonda la pièce, se reflétant sur le dessin au mur. Jean, adossé à la porte, regardait ses enfants prendre leur petit déjeuner. Chloé coupa un morceau de pain et le donna à son frère. Léo, la bouche pleine, éclata de rire. Ce rire résonna dans toute la pièce, touchant les recoins les plus profonds de son cœur. À cet instant, il sentit qu'il était vraiment revenu, non pas à la maison, mais à son rôle de père qu'il avait perdu. La lumière du soleil brillait sur les cheveux des enfants. Jean resta immobile, une sensation de paix l'envahissant. Mais au fond de lui, son regard se perdait par la fenêtre, où la lumière s'estompait, comme si quelque chose n'était pas encore tout à fait résolu. 6 mois plus tard, l'automne était de retour à Marseille. Des feuilles jaunes jonchaient le parvis du palais de justice. Ce matin-là, des dizaines de journalistes attendaient sur les marches, leurs caméras et micros pointés vers le même endroit, le procès du scandale que les médias avaient baptisé « l'affaire Future Bridge ». La salle d'audience était comble. Des néons blancs éclairaient les bancs de bois vernis. Valérie était assise sur le banc des accusés, vêtue d'un tailleur gris, les cheveux impeccablement coiffés, mais ses mains tremblaient. À côté d'elle, Nicolas Leroy, le visage cireux, les yeux rivés sur ses dossiers, évitant de regarder autour de lui. Jean était là, avec Stéphane et Sandrine. Il était assis au fond, les mains sur les genoux. À ses côtés, Chloé, tenant son frère, regardait droit devant elle, sans peur. Au premier rang, avocats, journalistes et représentants de la fondation prenaient des notes frénétiquement. Lorsque le juge déclara la séance ouverte, le procureur se leva, sa voix claire et puissante résonnant dans la salle. L'accusée, Valérie Lefebvre, est inculpée de détournement de fonds en fiducie, de fraude financière, de complicité de blanchiment d'argent avec Nicolas Leroy, et d'abus physiques et psychologiques graves sur mineurs. Toutes les preuves ont été confirmées, relevés bancaires, enregistrements de surveillance, témoignages et rapports médicaux. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Seul le crissement des stylos sur le papier se faisait entendre. L'accusation poursuivit, détaillant les faits, Valérie falsifiant des documents, utilisant le nom de Chloé pour ouvrir des comptes de blanchiment, créant de faux certificats médicaux pour dissimuler l'état des enfants. Nicolas fut accusé d'être un complice actif, utilisant sa société H. Management comme couverture. Jean écouta en silence, impassible.
Ce n'est que lorsque la photo de Chloé apparut sur l'écran ses yeux cernés, son corps frêle qu'il baissa légèrement la tête, les poings serrés. Sandrine, assise à côté de lui, posa une main sur son bras, sans rien dire. Autour de l'avocate de Valérie, elle se leva, s'efforçant de garder une voix assurée. « J'admets avoir commis des erreurs, mais je n'ai jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit. J'étais sous pression, isolé dans cette maison. Monsieur Dubois était distant, émotionnellement absent, me laissant tout gérer seul. C'était un malentendu, pas un acte intentionnel. » Sa voix se brisa, ses yeux s'embuèrent, comme pour susciter la pitié. Nicolas, à côté d'elle, gardait la tête baissée, silencieux. Le procureur répondit sèchement. La pression n'est pas une excuse pour des actes criminels. L'accusé a choisi de vivre dans le mensonge, et les enfants en ont payé le prix. Une atmosphère pesante s'installa. Le juge se tourna vers Jean. « Monsieur Dubois, souhaitez-vous vous exprimer avant les délibérations ?» Jean se leva, sans aucun papier, et s'avança lentement. Sa voix était calme, profonde et claire. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour la justice, pour mes 2 enfants. Personne ne pourra leur rendre le temps perdu, mais ils méritent au moins de grandir dans la vérité. Je demande à la Cour un verdict juste, non pas pour moi, mais pour ces enfants qui ont été réduits au silence pendant trop longtemps. » Il se retourna et regarda Chloé. La fillette était assise, immobile, le regard clair. Léo dormait sur l'épaule de sa sœur, inconscient du monde des adultes qui s'agitaient autour de lui. Valérie baissa la tête, une larme furtive roulant sur sa joue. Le procès s'acheva après 3 heures de délibération. Au retour du juge, tout le monde se leva. Sa voix résonna, ferme. La Cour condamne l'accusé, Valérie Lefebvre, à 8 ans de prison et au remboursement intégral des fonds détournés. L'accusé, Nicolas Leroy, est condamné à 10 ans pour fraude et blanchiment d'argent. Les avoirs illégaux sont confisqués, une partie étant reversée à la Fondation Lumière de Chloé pour aider les enfants victimes de traumatismes psychologiques. La salle d'audience était pétrifiée. Pas d'applaudissements, pas de commentaires. Valérie s'affaissa sur sa chaise, puis leva les yeux, le regard vide. Alors que les gardes l'emmenaient, elle jeta un dernier regard à Jean. Il ne réagit pas, la regardant avec des yeux dénués de colère, seulement de la lassitude et du soulagement. Dehors, les médias se déchaînèrent, les flashs crépitants. Un journaliste s'approcha. « Monsieur Dubois, considérez-vous cela comme une victoire ?» Jean marqua une pause, le regard lointain. « Personne ne gagne dans cette histoire, dit-il lentement. Seuls les enfants ont besoin de grandir dans l'amour. » Il s'éloigna, laissant derrière lui le bruit des caméras et les questions sans fin. Cet après-midi-là, il emmena ses enfants dans un petit parc près du palais de justice. Le ciel était limpide, un vent doux faisait frémir les feuilles des érables rouges. Ils s'assirent sur un banc. Léo, sur ses genoux, tenait une sucette, et Chloé regardait un groupe de moineaux s'envoler de l'étang, les yeux apaisés, comme si toutes les tempêtes s'étaient calmées. Sandrine les rejoignit, un petit panier de viennoiseries à la main. Elle s'assit à côté de lui et dit doucement, « J'ai officiellement postulé pour devenir consultante à la Fondation Lumière de Chloé. Je veux aider d'autres enfants comme elle. » Jean se tourna vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Nous avons besoin de gens qui savent écouter. » La lumière du jour déclinait. Chloé posa sa tête sur l'épaule de son père. Léo s'était endormi. Le bruissement des feuilles se mêlait à la respiration régulière des 2 enfants. En quittant le parc, la voiture traversa le pont en direction de la mer. La dernière lueur du jour se reflétait sur les vitres, montrant l'image de 3, assis en silence. Jean regarda dans le rétroviseur, la mer scintillante derrière eux, et devant, la longue route droite qui s'offrait à eux. 1 an s'était écoulé depuis le procès. Tout semblait être un vieux rêve qui s'était achevé, laissant une trace lumineuse dans la mémoire des protagonistes. La famille Dubois avait quitté Marseille pour s'installer dans une petite ville côtière de Bretagne, un lieu où les rues étaient bordées d'érables, où le bruit des vagues se brisant sur les falaises était constant, et où la brume matinale enveloppait souvent le porche. La nouvelle maison n'était pas grande. C'était une maison en bois blanche à 2 étages avec un toit vert, niché au milieu des pins. Derrière, un petit jardin où les enfants pouvaient courir, et devant, une route menant directement à la plage. Jean avait choisi cet endroit non pas pour le paysage, mais pour la tranquillité,
une chose qu'il avait perdue en se laissant consumer par le prestige. Son travail était plus simple maintenant. Il donnait des cours en ligne sur de petits projets technologiques, conseillait quelques startups. Le reste de son temps, il le consacrait à ses 2 enfants. Le matin, il emmenait Chloé à l'école primaire de la ville et allait chercher Léo à l'école maternelle. À midi, ils déjeunaient tous les 3 ensemble, puis se promenaient sur le petit marché où tout le monde se connaissait. Les voisins lui souriaient, le saluant comme un vieil ami. Chloé était redevenue la jeune fille pétillante qu'elle avait été. Les cheveux attachés haut, les yeux brillants. Elle adorait dessiner et passait ses week-ends à peindre les couleurs de l'océan sur la plage. Léo aimait jouer dans le sable, ramasser des coquillages et les montrer à sa sœur. La santé du garçon s'était améliorée, sa peau était rose, son rire clair et sonore. La vie s'écoulait lentement, paisiblement, comme si les mois de tourmente n'avaient jamais existé. L'après-midi, ils allaient à la plage. Le soir, ils lisaient des histoires sous la chaude lumière de la lampe. Parfois, Sandrine leur rendait visite, apportant des nouvelles de la Fondation Lumière de Chloé, parlant des autres enfants qu'ils aidaient. Jean écoutait en souriant. Il était toujours le fondateur, mais il laissait Sandrine gérer la fondation. Elle comprend le cœur d'un enfant mieux que moi, disait-il. L'hiver arriva. La brise marine était glaciale, la nuit tombait vite, et la maison était plongée dans le bruit du vent qui balayait le toit. Ce jour-là, Jean travailla tard et s'assoupit sur le canapé. Quand il se réveilla, il était exactement 3 heures du matin. Le silence régnait dans la maison, seul le bruit lointain des vagues se faisait entendre. Il s'apprêtait à retourner se coucher quand il remarqua une faible lumière provenant de la cuisine et éclairant l'escalier. Jean s'arrêta un instant, puis descendit, chaque pas silencieux. Le bruit du vent dehors lui rappela cette nuit, 2 ans plus tôt, où il était rentré à la même heure, 3 heures. La maison était froide, les lumières éteintes, et sa petite fille tentait de préparer à manger pour son frère. Mais cette fois, c'était différent. Une lumière jaune et chaude se déversait de la cuisine. Dans la petite pièce, Chloé et Léo s'affairaient près du four. La chaleur et l'odeur de la pâte sucrée emplissaient l'air. Chloé portait un tablier trop grand, les cheveux attachés sur le côté, les joues roses. Léo, à côté d'elle, avait les mains couvertes de farine et un large sourire aux lèvres. Jean se tint à la porte de la cuisine, immobile. Cette scène lui serra le cœur, non pas d'inquiétude, mais d'une chaleur si profonde qu'elle l'étouffait. Chloé leva les yeux et croisa le regard de son père. Elle sourit, sa voix un murmure. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de te faire des pâtisseries, papa. » Léo s'est réveillé et a voulu m'aider. Léo leva sa main farineuse, souriant. « J'ai aidé, papa. » Jean hocha la tête et s'assit à la table. « Alors, je vais manger des pâtisseries toutes fraîches à 3 heures du matin. » Chloé rit. « C'est l'heure de la chance, papa. J'ai lu que 3 heures, c'est l'heure où les vieilles choses se terminent. » Jean regarda ses 2 enfants en silence. Le souvenir de sa première nuit de retour aux mêmes heures, même cuisine, même petite fille, mais une pièce glaciale et remplie de peur se superposait à cet instant. Maintenant, la lumière chaude, les rires, l'odeur des pâtisseries, tout cela lui semblait être une absolution, un véritable retour à la maison. Lorsque la première fournée sortit du four, Chloé posa délicatement une pâtisserie ronde sur une assiette et la tendit à son père. « C'est un petit déjeuner spécial pour l'homme qui ne partira plus jamais, dit-elle. Jean regarda sa fille, un lent sourire se dessinant sur son visage. Il en cassa un morceau, l'odeur de beurre et de vanille emplissant l'air. Parfaitement sucré. « Merci, ma petite chef, murmura-t-il. Chloé s'appuya contre son épaule. Léo grimpa sur la chaise, posant sa tête sur ses genoux. La petite cuisine était remplie de respiration douce et de chaleur. Dehors, par la fenêtre, le ciel gris s'éclaircissait, annonçant l'aube. Jean regarda par la vitre. La première lumière perça l'horizon, brillant à travers la brume, peignant la pièce d'une teinte dorée pâle. Il entendit le bruit rythmé et chaud des vagues, comme un salut paisible. Léo sauta, courut à la fenêtre et pointa du doigt. « Papa, le soleil !» Jean s'approcha, prit son fils dans ses bras, tandis que Chloé se tenait près de lui, agrippant sa chemise. Ils regardèrent tous les 3 la mer, où le soleil se levait, reflétant sa lumière sur l'eau. Des vagues douces roulaient sur le rivage,
apportant l'odeur du sel et le bruit du vent. Dans cette lumière, Jean vit son reflet et celui de ses enfants sur la vitre, 3 visages, 3 sourires, sans aucune trace du passé, seulement la chaleur du présent. Sur le mur, le dessin de Chloé aux 3 personnes se tenant la main sous un soleil levant reflétait la lumière, se fondant avec la scène réelle à l'extérieur. Jean s'assit, serrant ses enfants contre lui. Maintenant, j'y crois, dit-il doucement. 3 heures n'est pas seulement l'heure des ténèbres. C'est aussi l'heure où la lumière revient. Chloé leva les yeux. Alors, l'année prochaine, si je me réveille à cette heure, tu te réveilleras aussi? Promis. Elle hocha la tête en souriant. Léo l'imita, levant la main pour un serment du petit doigt, cette petite promesse que les enfants croient éternelle. Dehors, le soleil monta plus haut, sa couleur jaune se répandant sur le toit, à travers la fenêtre, couvrant leur visage. Des rires résonnèrent dans la cuisine, se mêlant au son des vagues, doux et complets. Ils se tinrent tous les 3 près de la fenêtre, regardant la lumière se propager sur l'océan. Sans un mot, ils comprirent que le long voyage de l'obscurité à la lumière était terminé, non pas dans la tristesse, mais dans un matin chaud comme celui-ci. Et c'est notre histoire du soir. Le voyage d'un père qui a traversé l'obscurité pour trouver sa lumière, d'enfants qui ont réappris à sourire après l'épreuve, et d'un foyer reconstruit avec de l'amour, et non des biens matériels. Et vous, après avoir entendu cette histoire, que pensez-vous de Jean, Chloé ou Léo? Quel moment vous a le plus marqué? Le retour de Jean en pleine nuit, son calme au tribunal en parlant de justice, ou ce deuxième moment à 3 heures du matin, quand l'odeur des pâtisseries a envahi la petite cuisine? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous quel personnage vous a le plus touché et quelle action vous n'oublierez pas. J'ai hâte de lire votre histoire, car qui sait, peut-être que dans ces mots partagés se trouve une autre petite étincelle de lumière pour quelqu'un perdu dans sa propre obscurité.